Bonjour, aujourd'hui dans ce mini-cours, je vais vous parler de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est un concept qui a été donc intégré dans les traités par le traité d'Amsterdam en 1999, mais qui trouve son origine dans les accords de Schengen, qui ont eu pour objectif de supprimer les contrôles aux frontières intérieures entre les États membres de la communauté européenne. Et au départ, ils étaient 5 à vouloir supprimer ces contrôles, la France, l'Allemagne et les pays du Benelux. Au fur et à mesure, d'autres États ont rejoint ce groupe initial et aujourd'hui 26 États donc, ont supprimé les contrôles aux frontières intérieures. Donc il y a donc les États de l'Union européenne en général, sauf un certain nombre d'États de l'Union européenne qui ne font pas partie de Schengen. Il y en a qui ne veulent pas faire partie de Schengen. Ce sont le Royaume-Uni et l'Irlande. Et il y a des États qui ne peuvent pas encore faire partie de Schengen parce qu'ils ne contrôlent pas assez efficacement la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc ce sont la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie et également Chypre, puisque cette île est séparée en deux. Il y a également des États qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui ont décidé d'intégrer l'espace Schengen, c'est-à-dire de supprimer les contrôles aux frontières avec les États membres de l'Union européenne. Ce sont la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Donc au départ, c'est dans les accords de Schengen qu'on a créé cet espace de liberté et les accords de Schengen prévoyaient également des mesures compensatoires à cette suppression des contrôles aux frontières intérieures. Ces mesures compensatoires étant le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, mais également des mesures donc, plus sécuritaires, c'est-à-dire la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Les accords de Schengen ont d'abord été donc, conclus en dehors de la communauté européenne, entre un certain nombre d'États de la communauté européenne, mais en dehors du cadre de la communauté. Et c'est seulement donc, avec le traité d'Amsterdam que l'acquis Schengen a été intégré dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'acquis Schengen fait partie du droit de l'Union européenne. Mais pour intégrer l'acquis Schengen dans l'Union européenne, il a fallu avoir recours à des méthodes de différenciation, puisque dès le départ, le Royaume-Uni et l'Irlande ne souhaitaient pas prendre part à cette partie de l'acquis communautaire. Le traité d'Amsterdam a donc intégré Schengen dans l'Union européenne, mais a également créé un nouvel objectif pour l'Union européenne, qui est d'aboutir à un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet espace ce concept est un nouveau concept, c'est un concept qu'on peut considérer comme étant un concept constitutionnel. L'espace est en quelque sorte au territoire ce que la citoyenneté est à la nationalité. L'espace se superpose aux territoires nationaux et ce concept d'espace crée un certain nombre de droits au profit des personnes qui y résident, au même titre que la citoyenneté européenne se superpose aux nationalités et donne aux citoyens européens un certain nombre de droits. Donc ce concept d'espace de liberté, de sécurité et de justice est constitué d'un trépied. En fait, c'est un trépied, il y a 3 volets, donc le volet de liberté, le volet sécurité et le volet justice. Et il est important d'avoir à l'esprit que ce trépied, pour être stable, doit avoir des pieds d'une longueur égale, c'est-à-dire que la liberté doit se développer au même rythme que l'espace de sécurité et l'espace de justice, ce qui n'a pas toujours été le cas, et certains reprochent d'ailleurs à cet espace de liberté, de sécurité et de justice de développer plus les aspects sécuritaires que les aspects en rapport avec liberté, et d'autres le contraire, en considérant que l'Union européenne est devenue une Europe passoire avec beaucoup trop de liberté et pas assez de sécurité et de justice. Donc, je vais, dans cette petite présentation, vous parler des 3 volets effectivement de cet espace de liberté, de sécurité et de justice. Je n'aurai pas le temps de développer très précisément, mais vous donner quelques idées de en quoi consistent ces 3 volets. Donc le premier volet, vous l'avez compris, c'est l'espace de liberté. Donc c'est la possibilité pour déjà les personnes qui sont sur l'espace Schengen de circuler sans faire l'objet de contrôle aux frontières intérieures. Ça c'est le premier point, et c'est vraiment le cœur de tout ce mécanisme. Mais ceci a eu pour conséquence d'avoir
d'impliquer un certain nombre d'autres mesures qu'on appelle des mesures compensatoires, c'est-à-dire que les États de cet espace ont dû renforcer les contrôles aux frontières extérieures qui deviennent des frontières communes, c'est-à-dire que ce ne sont plus des frontières nationales, mais ce sont des frontières en quelque sorte communes, européennes. Et dans un premier temps, les accords de Schengen n'avaient pas vraiment prévu les modalités de contrôle commun de ces frontières extérieures, et au fur et à mesure, il a été nécessaire de renforcer ce contrôle commun, notamment par donc une harmonisation en quelque sorte des procédures de contrôle, et également la création d'une agence, l'agence Frontex, qui est une agence qui a pour vocation de soutenir les États membres dans le contrôle de leurs frontières, des frontières extérieures de l'Union européenne. Dans l'espace de liberté, il y a également la volonté des États de rapprocher et même d'avoir une politique commune en matière d'asile, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus de contrôle aux frontières intérieures, les demandeurs d'asile peuvent circuler librement, et déjà dans les accords de Schengen, il était prévu de déterminer quel était l'État responsable de la demande d'asile pour éviter d'avoir des demandeurs d'asile en orbite. Aujourd'hui, c'est le règlement de Dublin qui détermine entre les États quel est l'État responsable de la demande d'asile, et en fait, pratiquement, c'est l'État par le territoire duquel le demandeur d'asile est arrivé qui est responsable de cette demande d'asile. La politique commune d'asile implique également de rapprocher les législations en ce qui concerne également la procédure de demande et les conditions, par exemple, d'accueil des demandeurs d'asile, et puis aussi également l'accueil des personnes qui se seraient vues reconnaître l'asile, c'est-à-dire les réfugiés. Dans le volet liberté, il y a également la volonté de l'Union européenne de développer une politique commune d'immigration. Et dans cette politique commune d'immigration, il y a deux volets. Il y a la politique d'immigration légale, c'est-à-dire l'impulsion qui est donnée par l'Union européenne de définir des conditions d'immigration légale qui seraient les mêmes entre tous les États de l'Union européenne, avec par exemple la création de ce qu'on appelle la carte bleue européenne, qui est un visa pour travailleurs hautement qualifiés que tous les États de l'Union européenne doivent procurer à des personnes qui remplissent un certain nombre de conditions, de qualifications notamment. Donc il y a la politique d'immigration légale qui est vraiment le dernier volet qui a été développé et pour lequel il y a encore peu de législation européenne, les États souhaitant garder une certaine liberté dans ce domaine-là. Et puis il y a la politique d'immigration illégale, avec un certain nombre de mécanismes qui ont été développés pour contrôler plus efficacement cette immigration illégale, comme par exemple la responsabilité des transporteurs ou un certain nombre de directives qui par exemple imposent l'incrimination par exemple de la traite des êtres humains ou du travail illégal. Donc ça c'est le premier volet, l'espace de liberté, ce que l'Union européenne a fait pour que la suppression des contrôles aux frontières intérieures n'ait pas trop de conséquences sur cet espace commun. Et les deux autres mesures compensatoires, c'est l'espace de sécurité dont je vais vous parler, c'est le deuxième volet. L'espace de sécurité se manifeste par le développement d'une coopération policière entre les États. Donc si les citoyens peuvent circuler librement, ça veut dire que les criminels peuvent également circuler librement, et il ne faudrait pas que les policiers, eux, se voient imposer des frontières que les criminels, eux, il ne faudrait pas que les policiers soient empêchés par des frontières qui n'existent plus pour les criminels et pour les ressortissants et même les résidents du territoire Schengen. Donc cette coopération policière, elle passe par deux moyens. La coopération policière qu'on appelle directe, c'est-à-dire la coopération entre les polices d'Europe. Et déjà dans les accords de Schengen, il y avait des mécanismes qui ont été prévus qui permettent aux forces de police de, par exemple, continuer une observation discrète qui a été commencée sur le territoire d'un État, sur le territoire voisin, ce qui est une révolution en quelque sorte par rapport à la souveraineté nationale. Ces mécanismes ont été maintenus. Il y a également le droit de poursuite transfrontalière. Et puis a été créé depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle les équipes communes d'enquête, c'est-à-dire la possibilité pour les États
de créer des équipes transnationales qui peuvent intervenir sur le territoire de différents États membres et qui vont être sous la direction de l'officier de police qui a la nationalité de l'État sur le territoire duquel l'équipe intervient. Et donc l'équipe peut intervenir sur différents États membres sous la direction de différents membres de l'équipe. Donc ça c'est la coopération policière directe. Elle est également vraiment facilitée par un certain nombre de systèmes d'information dont je n'aurai pas vraiment le temps de vous parler, mais il y a beaucoup de systèmes d'information qui ont été développés au sein de l'Union européenne. Le plus connu, le plus ancien et le plus utilisé, c'est le système d'information Schengen, qui a été créé au départ par les accords de Schengen, mais maintenant qui est utilisé pour différents objectifs, et qui permet de recenser les personnes qui ont été déclarées comme illégalement, donc les personnes qui résident illégalement sur le territoire de l'Union européenne, les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen, mais également les personnes citées à comparaître, les personnes disparues ou encore les personnes qui font l'objet d'une observation discrète. Donc ce système d'information Schengen, il est très utilisé et il a un accès assez large, c'est-à-dire que les officiers de police judiciaires ont tous accès à ce système d'information. À côté de cette coopération directe entre les forces de police, il y a également une coopération indirecte par l'intermédiaire d'Europol, qui est l'agence de coopération policière et qui est une agence dont les agents n'ont aucun pouvoir opérationnel, ils ne peuvent pas du tout intervenir sur le terrain, mais la valeur ajoutée d'Europol, c'est de faire de l'analyse policière, de l'analyse d'informations qui va être remontée par les autorités nationales et ces informations pourraient être analysées. C'est en quelque sorte une forme de renseignement européen qui est effectué par cette agence. Donc voilà plus ou moins ce qui est le volet sécuritaire. Et enfin, on a le dernier volet qui est le volet de la coopération judiciaire. Dans la coopération judiciaire, il y a deux aspects. La coopération judiciaire en matière civile, qui permet la reconnaissance des jugements d'un État à un autre en matière civile. Et en fait, c'est ce qui concerne finalement le citoyen lambda réellement. Et puis, il y a la coopération judiciaire en matière pénale, qui permet la coopération entre les autorités judiciaires en matière pénale. Juste pour terminer ce petit cours, puisque c'est presque la fin, concernant la coopération judiciaire en matière pénale, il est important d'insister sur le fait qu'elle est basée sur ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire l'émergence d'une confiance entre les autorités nationales, et qu'une des manifestations les plus importantes de cette confiance mutuelle, c'est la création entre les États européens du mandat d'arrêt européen qui a remplacé entre les États européens la procédure d'extradition et qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatique que l'ancienne procédure d'extradition. Une agence a été créée également pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale, c'est l'agence Eurojust qui aide les juges nationaux à avoir une vision globale des enquêtes transfrontalières, mais cette agence n'a pas de pouvoir pouvoir d'orientation des poursuites, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas demander à une autorité nationale de réellement engager une enquête, elle ne peut que suggérer grâce à sa vision globale. Et le dernier aboutissement de l'Europe judiciaire en matière pénale est la création du parquet européen qui est imminent, qui va intervenir en janvier 2020. Ce parquet européen aura initialement une compétence matérielle limitée, c'est-à-dire que le parquet européen aura vocation à engager des poursuites, mais uniquement à l'encontre d'une forme spécifique d'infraction qui est la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, c'est-à-dire la fraude par exemple au budget de l'Union européenne, et il a été considéré comme normal que l'Union européenne puisse elle-même engager des poursuites quand ses intérêts financiers eux-mêmes, les intérêts de l'Union, sont en cause et qu'elles ne dépendent pas finalement des autorités de poursuite nationales. Donc c'est la dernière réalisation de l'Union européenne dans cet espace de liberté, de sécurité et de justice. Je vous remercie.